Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler facturation électronique, on parlera également du baromètre des DAF et enfin on parlera transmission des ETI en France. On commence tout de suite cette émission avec Hélène Rothman, consultante de solutions chez TradeShift. Hélène, bonjour. Bonjour. Alors, on a beaucoup parlé de la réforme de la facturation électronique. On arrive dans la dernière ligne droite, c'est dans un an. Pourquoi cette réforme est structurante ? Cette réforme est structurante parce que 70% des sociétés en France pensent qu'envoyer un PDF d'une facture par email est une facture électronique. Et pour le gouvernement, ce n'est pas du tout ça. Alors, c'est quoi concrètement la facturation électronique ? La facturation électronique est une facture structurée. Le gouvernement va accepter 3 formats. C2I, qui est aussi appelé 16931 pour les gens qui connaissent. Un facture X, qui est une facture XML avec un PDF A3 qui fait qu'il y a les 2 parties et c'est lisible. Et aussi, il y a le UBL, qui est une autre forme de XML. Quels sont les enjeux pour l'État et les entreprises ? Pour l'État, aujourd'hui, en France et tous les ans, il y a à peu près 15 milliards de fraude à la TVA. Et surtout, le gouvernement veut récupérer une partie. Et si on regarde l'Italie qui a fait ça à partir de 2018-2019, la première année a déjà récupéré 4 milliards. Donc, c'est une bonne enjeu pour la France. Il y a aussi à terme que aujourd'hui, toutes les sociétés sujettées à la TVA doivent faire des déclarations. Ça s'appelle le C3A. Et l'État veut pré-remplir ces déclarations. Et ils auront une meilleure visibilité de la santé des entreprises parce qu'ils vont avoir le schéma complet de toutes les factures, si les fournisseurs sont payés en temps et à l'heure. On comprend que ce sera plus difficile de frauder dans ces conditions. Absolument. Et pour les sociétés, parce que les sociétés aussi vont trouver, c'est moins cher d'envoyer une facture électronique. On n'a plus besoin de timbre, on n'a plus besoin de papier, on peut automatiser plusieurs procédures et c'est bon pour l'environnement et l'économie. Bon, on voit tous les avantages, mais après, c'est pas forcément facile pour les entreprises de s'adapter à ce nouveau procédé. Alors, comment se préparer pour que je dirais que ça se passe très bien ? D'abord, il faut faire un bilan de ce qu'on a. On a beaucoup de sociétés, on travaille avec des grands comme des petits, qui ont des systèmes, des ERP de gestion, ça peut être SAP, comme ça peut être Sage, il y a plusieurs sur le marché, mais qui envoient toujours soit du papier, soit du PDF. Et ça, il faut commencer à réfléchir à comment ils vont intégrer une nouvelle solution pour pouvoir envoyer une facture électronique. C'est vrai pour les grands comme pour les petits. Il y a aussi une question de statut, parce que le gouvernement veut recevoir toutes les factures, mais il veut aussi que le fournisseur et l'acheteur font du reporting sur est-ce qu'ils ont payé, est-ce qu'ils ont reçu le paiement. Donc, et ça, aujourd'hui, il y a des grandes qui envoient qu'ils sont payés, mais il n'y a pas un fournisseur en France qui dit qu'il a été payé. Donc, il y a du travail à faire. Alors, en définitive, comment mener à bien cette réforme, son projet de facturation électronique ? Je pense que les sociétés doivent créer des équipes multidisciplinaires pour, avec le DAF, il faut aussi l'IT dans la société. Intégrer toutes les composantes de la société. Tous les composants, parce que on sait que tout le monde travaille un petit peu en silo, et mener ça vraiment comme un projet. Parce que au 1er juillet 2024, les 300 plus grands doivent envoyer des factures, mais
tout le monde, les 4 millions de sociétés en France, doivent pouvoir recevoir des factures électroniques. Dernier élément de cette réforme, le PDP, comment le choisir? Comment choisir un PDP? Il faut savoir que le processus pour devenir PDP est long. Sera possible de déposer un dossier à partir du mois de mai, c'est bientôt. Par contre, une dernière contrainte pour devenir PDP s'est fait savoir il y a à peine 3 semaines, c'est qu'il faut pouvoir s'intégrer au PPF. Or, le PPF ne sera pas disponible pour essayer de l'intégrer avant décembre. Donc, il va avoir, si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il est PDP, c'est pas vrai. Et il faut vraiment se méfier des gens qui disent qu'ils sont PDP. Quels sont vraiment les préalables pour être PDP? Pour être PDP, il faut être ISO 27001. C'est un certificat ISO qui gère comment une société travaille. Il faut que l'hébergeur, s'ils sont hébergés leur solution par un tiers, ça s'appelle Secnum Cloud, qui est à la fois très sécurisé, mais aussi gère tout ce qui est la RGPD. Il faut aussi signer sur l'honneur qu'on va utiliser l'annuaire du PPF, et parce que sans l'annuaire du PPF, la solution ne fonctionne pas. Il faut aussi signer sur l'honneur encore qu'on sera audité notre plateforme 1 an après la certification, au maximum 1 an, pour être sûr qu'on a mis en place ce qu'on dit de mettre en place. Concrètement, pour que tout le monde comprenne bien, quel est l'intérêt d'un PDP? Le PDP va vérifier que la facture électronique qui est envoyée corresponde aux exigences de l'État. Donc, il y a une vérification. Le PDP peut aussi, si ça fait partie de ces solutions, changer, par exemple, si on envoie une facture en EDI. L'EDI, l'État ne le reçoit pas. Par contre, on peut transformer l'EDI en un des 3 formats qui accepte l'État. Et il y a aussi la possibilité de faire l'archivage. C'est aussi la possibilité de faciliter l'envoi des statuts si le fournisseur ne peut pas le faire. Donc, il y a plein de raisons. Et c'est aussi pour ne pas se connecter directement à l'État. Parce que les gens se méfient un petit peu quand même d'être directement en contact. Et dernière chose, ce sera obligatoire de passer par un PDP? Absolument pas. Le fournisseur comme l'acheteur peut décider d'utiliser un PDP. Ils peuvent aussi utiliser, ça s'appelle un OD, un opérateur de démat, qui peut leur faire le changement pour une facture. Ils peuvent envoyer la facture au PPF, mais ils ne peuvent pas récupérer les factures. Et les exigences techniques sont bien moindres pour un OD que pour un PDP. Un fournisseur comme un acheteur peut aussi connecter directement au PPF. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit la matinale du monde du chiffre et je suis en compagnie de José-Marie Gégère, dirigeant d'ABV Group, pour parler du baromètre des DAF 2023. José-Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelles sont les principales tendances de votre baromètre 2023 des DAF? Eh bien, notre baromètre, nous le publions 1 fois par an, gratuitement. Et cette année, les tendances que nous avons identifiées sont vraiment intéressantes. La première, c'est qu'on voulait savoir s'il y avait eu une crise l'année dernière. Et quand on écoute les médias, beaucoup de crises. En fait, 50% des entreprises ont connu la crise et 50% n'ont pas connu la crise. Intéressant. Ceux qui n'ont pas connu la crise ont vraiment prospéré et ceux qui ont connu la crise ont souffert et certains même ont dû réduire l'activité, etc. Là, c'est la premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est que cette crise
Pour les DAF, elle est d'abord économique. Alors bien sûr, c'est l'inflation, c'est la géopolitique avec la guerre, c'est le problème climatique, etc. Mais fondamentalement pour eux, c'est économique. Donc, les attitudes et les mesures prises par les DAF sont économiques. Troisième point, c'est les DAF ont confirmé que c'était vraiment des pros de la gestion de crise. Et ça, c'est vraiment intéressant, puisque si on regarde depuis plusieurs années, on se rend compte qu'ils savent faire. Alors concrètement, comment ils se sont comportés durant ces crises? Bon, vous avez, juste rapidement, 2000, de 2008, encore 2008, des subprimes, 2015, le Covid, 2020, 2021, puis celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, cash is king. Donc, toute action du DRH est centralisée sur comment je récupère mon cash. Car si j'ai du cash, je peux faire. Et ils ont donc pris des mesures de gestion du cash, c'est-à-dire on contrôle les effectifs et les recrutements, on contrôle les investissements et on gère au mieux son cash. Voilà. Et par rapport à l'inflation, comment ont-ils réagi, par exemple? Intéressant, effectivement, c'est une bonne question. L'inflation, bon, c'est exogène, c'est venu de l'extérieur. Mais tous ont réagi. Et tous les DAF ont voulu augmenter leur prix. Logique. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que la réaction est différente suivant la taille de l'entreprise. Quand vous regardez les petites entreprises, les PME, les tailles moyennes, elles ont joué sur l'agilité. Ça veut dire quoi, l'agilité? Elles ont été discutées, elles ont été voir, elles ont changé les produits, elles ont été rapides dans leur réaction. Les grandes entreprises, alors elles sont mondialisées, elles sont financièrement riches et elles ont des marques. J'en citerai pas, mais on en a tous en tête. Et elles ont imposé les augmentations de prix. Vous en voulez, vous payez le prix. Et puis, il y a les entreprises qu'on appelle les ETI, qui sont déjà grandes, donc ont perdu en agilité, et elles n'ont pas la taille des grandes entreprises, elles ne peuvent pas imposer leur pouvoir. Et celles-là, elles ont souffert, et elles ont eu beaucoup plus de mal à imposer les hausses de prix. Voilà. Donc on a eu l'inflation, mais aussi hausse des taux d'intérêt, et pareil, les Alors, DAF ont bien curieusement, réagi. je dois dire que j'ai été très surpris à titre personnel. Quand on parle de hausse d'intérêt, on comprend hausse de coûts. Et en fait, on se rend compte que pour 75-80% des entreprises, ça n'a pas eu d'impact. C'était pas vraiment le problème. En revanche, ce que tout le monde oublie, c'est que désormais, les taux d'intérêt ayant monté, vous pouvez vous faire rémunérer votre trésorerie. Or, beaucoup d'entreprises ont beaucoup de trésorerie. Donc là, il y a un bon filon qu'exploitent aujourd'hui les DRH. Ils vont négocier avec leurs banquiers. Évoquons maintenant l'avenir. Quelles sont les perspectives pour les DAF? Comment envisagent-ils l'avenir? Bon, si 2022 a été finalement pas mauvais en général, ils sont quand même très prudents sur 2023. Ils sont sereins parce que ils ont les outils pour gérer, ils ont l'attitude pour gérer, mais ils sont quand même prudents et ils craignent à 70-80% quand même des ralentissements dus à la crise. Voilà. Mais la recette est toujours la même, c'est transformer l'entreprise, transformer l'organisation, digitaliser et contrôler les coûts et garder du cash. Avec ça, les DAF gèrent bien leur business. Ils sont plutôt bien armés. Absolument. Bon, on va suivre tout ça avec attention. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. On va parler transmission des ETI en France avec mon invité Vincent Berger, associé chez KPMG Avocat. Vincent, bonjour. Bonjour Arnaud. À l'occasion des 20 ans du pacte Dutreil, l'étude menée par KPMG appelle à la mise en place une véritable politique économique de la transmission. Expliquez-nous. Oui, merci Arnaud, merci de me recevoir et merci de me donner l'opportunité de parler de cette formidable étude que KPMG, conjointement avec le METI, a menée en 2022 et actualisée en 2023. Cette étude conclut effectivement à la mise en place
d'une politique autour de la transmission d'entreprise. On se souvient que jusqu'au début des années 2000 et préalablement à la mise en place du pacte Dutreil, les transmissions d'entreprises et celles des ETI en particulier étaient compliquées parce que cadre juridique et cadre fiscal surtout extrêmement coûteux. Et donc on a constaté un déclin des entreprises et en particulier des ETI françaises. C'est ce que le pacte Dutreil en 2003, lors de sa création, a tenté de remédier, de pallier. Les premiers effets de cette réforme se font sentir et aujourd'hui, on constate un tissu des ETI françaises un peu plus dynamique et surtout une transmission des entreprises familiales accrue par rapport à ce qu'elle était par le passé. Alors, on peut toujours aller plus loin, mais je dirais que cette politique, elle doit surtout inscrire de la sérénité parce que le constat, c'est qu'une transmission d'entreprise, ça s'inscrit dans un cadre de l'ordre de 5 à 10 années. Et donc, il faut, pendant cette période, sanctuariser un régime pour que la famille puisse sereinement transmettre l'entreprise. Alors, un des constats de cette étude, c'est qu'une ETI sur 2 sera amenée à changer de dirigeant dans les 10 prochaines années. Ça veut dire qu'il y a un véritable enjeu de la transmission ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les ETI, c'est 5400 entreprises. C'est 70% d'entre elles avec un actionnariat familial. Les 3/4 en région et 1 sur 2 exercent dans l'industrie ou dans la construction. Donc, manifestement, il y a un enjeu et j'ajoute que c'est 3 millions de salariés. Donc, effectivement, il y a un enjeu à l'heure où on parle d'industrialisation ou de réindustrialisation de la France. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le cadre juridique et fiscal. Est-ce qu'il faut l'adapter ? Alors, oui, il faut l'adapter. Il faut l'adapter parce que, d'abord, ce que nous disent les dirigeants, c'est que ce cadre juridique, il a le mérite d'exister. 90% des entreprises utilisent le pacte Dutreil pour opérer une transmission. Pour autant, il est jugé contraignant et coûteux. Coûteux parce que, comparativement à ce que font nos partenaires européens, on pourrait aller un petit peu plus loin. Contraignant parce que il nécessite le plus souvent une organisation ou une réorganisation préalable à la transmission, ce qui n'est pas forcément un souhait de l'entreprise ou en tout cas une nécessité opérationnelle. Donc, c'est vraiment le cadre juridique qui l'y contraint. Et puis, contraignante parce que, finalement, c'est un cadre juridique qui évolue constamment. Depuis sa mise en place en 2003, il y a eu bon nombre de réformes. À cela s'ajoutent les interprétations de l'administration fiscale et celles des juridictions administratives ou judiciaires. Donc, effectivement, c'est un contexte... Ça fait beaucoup de couches. Ça fait beaucoup de couches et on manque finalement de sécurité juridique. C'est peut-être ce qui est le plus demandé par les entrepreneurs. Alors justement, vous parlez sécurité juridique, vous avez parlé tout à l'heure de sérénité. Quelles sont les clés pour justement assurer une transmission en sécurité, en sérénité ? Notre étude nous a principalement permis d'identifier 3 facteurs. D'abord, il faut de la confiance, de la sérénité pour permettre aux entrepreneurs d'anticiper cette transmission. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les transmissions familiales, et en particulier quand on est à la 3e ou à la 4e génération, l'attente de la famille et des différents membres de la famille n'est pas la même. Certains vont avoir envie de s'investir personnellement dans l'entreprise, alors que d'autres n'ont que des attentes financières. Et il faut que le cadre juridique permette à la gouvernance de s'adapter à cet environnement familial divers et varié. En second lieu, il faut que cette transmission familiale soit un outil créateur de valeur. Il faut que cette nouvelle génération viennent à insuffler des nouvelles valeurs, par exemple de management ou encore de grandes et nouvelles orientations stratégiques autour de, par exemple, de l'investissement responsable, des enjeux environnementaux. Tout ce qui est RSE. Tout ce qui est RSE, par exemple. Et puis, le troisième facteur, c'est le passage de témoins, le passage de relais. Donc, c'est le passage entre l'ancienne génération et la nouvelle, c'est assurer rupture dans une forme de continuité. Voilà. Et donc, quand tous ces facteurs sont réunis, bien finalement, la transmission est un succès. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de la matinale sur Décideur TV.